La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la sériciculture. Nous connaissons tous le ver à soie. Avec l'abeille, comme Apis mellifera, notre abeille domestique, le ver à soie est le seul insecte domestiqué par l'homme. Qui n'a pas assisté ou participé à son élevage industriel? Qui n'a pas élevé de tels insectes à l'école? Avant toute chose, il convient de préciser que le nom de ver à soie est une erreur de langage. En effet, il n'est nullement question d'un ver, mais d'une chenille blanchâtre, boudinée, qui se caractérise par un appétit féroce pour les feuilles de mûrier. Son cocon est bien connu de tous. C'est un cocon oblong de quelques centimètres de long, de couleur blanche, jaune, rose, voire vert pâle, suivant la race du bombix qui l'a produit. Le papillon est un peu moins connu. C'est un insecte blanchâtre, lourd, aux formes épaisses, incapable de se nourrir à l'état adulte. Bien qu'il possède des ailes, il ne sait pas voler. Sa vie est en effet courte et il dédie son temps à la reproduction. La principale espèce de ver à soie est le bombix du mûrier, Bombix mori. D'après la littérature, ce papillon de nuit n'existe plus du tout à l'état sauvage. Il ne peut vivre qu'en élevage. Il est certainement issu du bombix mandarin que l'on rencontre encore aujourd'hui à l'état naturel et dont il aurait été isolé il y a environ 5000 ans. Aujourd'hui, il existe une grande variété de lignées et de races de bombix du mûrier qui diffèrent par la couleur et la qualité de la soie, la dimension et la forme du cocon ou le nombre de générations par an. Il faut savoir que d'autres papillons ont été élevés pour la production de la soie, comme par exemple la saturnie du chêne du Japon, le bombix de l'élante ou le bombix du chêne, bien que la soie de ce dernier soit de moins bonne qualité que celle du bombix du mûrier. La saturnie du Japon, tout comme le bombix de l'élante par exemple, ont été introduites en France par Félix-Édouard Guérin-Méneville en 1855 afin de trouver une espèce capable de remplacer le bombix du mûrier atteint de pébrine, maladie provoquée par un champignon. La biologie du ver à soie est simple. Le bombix du mûrier est un lépidoptère hétérocère qui appartient à la famille des Bombicidae. 3 jours après la fécondation, la femelle pond de 300 à 700 œufs. Quand l'œuf est clos, la chenille apparaît. Elle mesure environ 2 mm et elle est couverte de poils. Entre 30 et 40 jours, elle passe de 3 mm pour une masse d'un demi-milligramme à 8 cm pour une masse de 9 grammes. Elle multiplie donc son poids de naissance par 10 000. Comme toutes les chenilles, la chenille du bombix passe la plupart de son temps à se nourrir et, on le sait, uniquement des feuilles de mûrier durant 5 semaines. Au cours du stade larvaire, l'individu subit 4 mues. Repue, la chenille tisse un fil continu qui se solidifie pour former un cocon à l'intérieur duquel elle se transforme en chrysalide. Ce fil unique de soie brute peut mesurer de 800 à 1500 mètres. Sur le plan biologique, la chenille produit ce fil continu grâce à ses glandes séricigènes. En fait, de plus près, il s'avère que ce fil se compose de 2 filaments qui proviennent des glandes soyeuses et qui se soudent l'un à l'autre. La fibroïne et la séricine, matière qui entoure le fil de soie. La chrysalide finit par donner un papillon, mâle ou femelle, sauf si le cocon est exploité pour obtenir de la soie. En effet, pour obtenir de la soie, il faut recueillir des cocons avant que les papillons ne les brisent pour en sortir. La métamorphose est donc interrompue, par étouffage, quand les cocons sont plongés dans l'eau chaude. Ramollie, la soie est enroulée lors du dévidage sur une bobine. D'après la littérature, il faut 8 à 10 kg de cocon pour obtenir 1 kg de soie grège. Pour tisser une chemise, un fil de 1200 km est nécessaire, soit 800 cocons. L'exploitation du ver à soie a donné naissance à la sériciculture, l'élevage du ver à soie pour produire de la soie. La sériciculture englobe aussi les opérations de culture du mûrier, le dévidage du cocon et la filature de la soie. L'élevage s'effectue à partir des œufs du papillon et un cycle continu.
le savons, le ver à soie est considéré comme leader dans la production d'une fibre naturelle de qualité. Mais le marché de la soie s'est rétréci à cause de la concurrence des fibres textiles artificielles. La sériciculture est apparue en Chine il y a plus de 3000 ans. La célèbre route de la soie, réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, a été ouverte dès le second siècle avant Jésus-Christ. Le commerce de la soie a par la suite connu un succès florissant. Dès l'ère chrétienne, après la Chine, le Japon est aussi devenu un producteur de soie, suivi quelques siècles plus tard par la Perse. La sériciculture est apparue en Europe occidentale par le biais des Arabes qui l'ont implantée en Sicile et en Espagne. Toutefois, rarement est mentionné le fait que vers 550, avant l'importation du bombix du mûrier en Europe, un authentique papillon européen était utilisé pour produire de la soie, à savoir le papillon chouette, Pachypasa otus. Cet artisanat, avec ce papillon, a subsisté jusqu'à la fin du XIXe siècle en Italie. La sériciculture est apparue en France à la fin du XIIIe siècle sans véritable succès à cette époque. La production de soie française n'est devenue significative dans notre pays que sous Henri IV. Elle a atteint son apogée au milieu du XIXe siècle. La production a pu culminer à 26 tonnes de cocon en 1853 avant qu'une maladie que nous avons évoquée, la pébrine, décime les élevages et la production française. La production s'est un temps stabilisée autour de 5000-6000 tonnes par an avant de s'éteindre presque complètement. 6278 tonnes en 1912, 379 tonnes en 1943, 100 tonnes en 1958, presque 1,5 tonne en 2012. Le déclin s'est accentué à partir de 1928 avec l'expansion des textiles artificiels puis synthétiques. D'un point de vue historique, la sériciculture française est née dans les Cévennes, au sud-est du Massif central, à la fin du XIIIe siècle. En ces lieux, la production n'a pris son essor qu'au cours du XVIIIe siècle avant de faire la richesse et la renommée des Cévennes. Pendant 2 siècles, cette activité a donné naissance à un patrimoine et à des paysages marqués, notamment par la culture de mûriers et la construction de bâtiments dédiés à l'élevage, à savoir les magnaneries, dont le terme vient de l'occitan magnan qui désigne le bombix. En Cévennes, les magnaneries font partie du patrimoine rural bâti, au même titre par exemple que les clèdes, ces bâtiments dont le but est de servir de séchoir à châtaignes. Les magnaneries, ce sont des bâtiments indépendants ou des extensions d'une habitation. Elles apportent un caractère particulier à l'architecture cévenole. Les magnaneries sont en pierre de schiste, mais constituent des bâtiments volumineux et verticaux caractéristiques. Par exemple, la magnanerie de La Roque, mise en évidence par le parc national des Cévennes, est un bâtiment de 3 étages entouré de chênes verts, loin des habitations. Les mûriers étaient presque aussi populaires que les châtaigniers. Certaines magnaneries font aujourd'hui l'objet de circuits de découverte, comme par exemple les empreintes de soie, ou de visites guidées comme la magnanerie de La Roque. D'autres bâtiments, plus imposants, sont encore très remarquables aujourd'hui. Ce sont des anciennes filatures, comme la Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, qui accueille aujourd'hui le musée des Vallées Cévenoles. Aujourd'hui, la production a disparu des Cévennes, où il ne reste que des vestiges. Les derniers élevages ont fermé en 1968 dans la vallée française ou la vallée de l'Hérault. Cette production est à nouveau cantonnée à l'Asie, comme en Chine, l'Inde ou au Japon, pour des raisons de coût de main-d'œuvre. Mais la soie a toujours autant de succès. Son fil léger et résistant n'est toujours pas égalé, mais certains travaux tendent à le renforcer. Pour terminer, après cet historique de l'histoire de la soie en France, et en particulier dans les Cévennes, il est important de signaler que malgré la concurrence de fibres artificielles, la soie est loin d'être oubliée. Et justement, il existe une soie du futur. En 2016, une étude révélait que lorsque les vers à soie sont nourris avec des nanotubes de carbone et du graphène, la soie produite est 50 fois plus résistante que la soie naturelle et possède de nouvelles caractéristiques mécaniques.
Dans cette étude, les vers à soie ont été nourris avec des feuilles de mûrier sur lesquelles une solution aqueuse contenait 0,2% de nanotubes de carbone ou de graphène pulvérisés. La soie produite par les vers nourris aux nanotubes de carbone est 50 fois plus résistante au choc que la soie naturelle. Mais plus encore, une fois chauffée à très haute température, 1050 degrés, elle devient un excellent conducteur électrique. Cette soie améliorée pourrait être utilisée à l'avenir pour optimiser les capteurs intelligents ou encore les implants médicaux. Les expériences doivent néanmoins être encore peaufinées puisqu'on ne sait pas encore comment maximiser l'incorporation des nanomatériaux dans le corps des chenilles. En effet, une partie est effectivement retrouvée dans la soie, mais l'autre partie est tout simplement excrétée par la chenille. La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.